La vie pose sans cesse des défis. Quand on a un problème et qu'on veut le résoudre, la première chose à faire est de déterminer sa cause fondamentale. Si le problème est simple, la solution est simple, elle aussi. Si le problème est complexe, la solution est plus complexe, forcément. L'un des problèmes évidents de notre système financier actuel, c'est qu'il favorise la cupidité et la corruption, qui sont partout présentes. Mais la cupidité et la corruption sont-elles vraiment les causes fondamentales du problème, ou sont-elles les conséquences de la manière dont le système est conçu? Logiquement, on devrait d'abord se demander s'il y a des raisons pour que le système fonctionne ainsi. Et si oui, peut-on les éliminer? Certains disent que la raison fondamentale de l'instabilité et de la corruption du système provient de la charge d'intérêt. Comme nous l'avons expliqué précédemment dans cette série, avec notre système de monnaie, créé par un crédit bancaire, le montant principal d'un prêt bancaire est tout simplement créé à partir d'une promesse faite par l'emprunteur de rembourser le principal plus les intérêts en argent. Mais l'argent requis pour payer les intérêts n'a pas été créé. La conclusion apparente, mais fausse, est qu'il est mathématiquement impossible de rembourser toutes les dettes. De nombreux partisans des réformes monétaires recommandent d'abolir les intérêts pour régler le problème. Mais le problème découle-t-il des intérêts? Bien sûr, mathématiquement, il y aurait une grave pénurie si toutes les dettes étaient simultanées et si elles devaient être remboursées globalement en une seule fois. Ce problème peut survenir dans le cas de prêts entre des gangs de criminels et parfois de prêts dans le secteur agricole. Mais en général, le système bancaire fonctionne autrement. D'habitude, les prêts bancaires sont remboursés graduellement par une série de paiements, pour une bonne raison. L'argent est à la fois une masse, c'est-à-dire une quantité qui existe à un moment donné, et un flux, c'est-à-dire une suite de transactions effectuées durant la période d'existence de cet argent. Le flux s'explique ainsi. Si moi, qui suis riche, je vous prête $1 et que c'est le seul dollar qui existe, c'est-à-dire le seul élément de la masse, est-ce que vous pourrez jamais me rembourser $100? Eh bien, si le remboursement doit se faire en une seule somme, non. Les $99 d'intérêt sur la dette ne pourront jamais être remboursés. Cette somme ne pourra même pas être remboursée en paiement de $2 chacun, étant donné qu'il existe un seul dollar. Mais si vous me laissez rembourser la somme de $100 en paiement de $1 chacun, la magie se produit. Avec des paiements de $1, vous pourrez me rembourser n'importe quel montant d'intérêt, si vous vivez suffisamment longtemps, bien sûr. La seule condition pour rembourser une dette de $100 avec un seul dollar en circulation, c'est que je vous donne la possibilité de gagner ou de récupérer ce dollar chaque fois que vous me le donnez en paiement. C'est ce qu'on appelle le flux. Avec ce processus de flux, un même dollar peut être payé un nombre indéfini de fois, devenant de multiples dollars qui représentent tous la valeur du travail accompli pour les gagner. C'est toujours le travail, c'est-à-dire la seule valeur réelle qui rembourse la dette et qui donne au dollar sa valeur. Cet exemple peut sembler terriblement injuste, car une personne riche a pu asservir une personne pauvre qui avait besoin d'argent. Mais c'est ce qui se passe dans la vie. Pourtant, un simple prêt avec intérêt ne doit pas forcément entraîner une pénurie d'argent, ni causer forcément une dette impossible à rembourser, si le flux est de 100%, comme dans notre exemple. Le flux est la mesure réelle de l'activité économique. C'est un élément bien plus important que la masse monétaire, car il multiplie l'argent vraiment mis en circulation. De nos jours, nous utilisons exclusivement un système d'argent-dette, et le flux de ces transactions est un flux de crédit ou de promesses de rembourser en argent.
Ce crédit ne représente que la promesse faite par l'emprunteur de le rembourser, avec intérêt, selon un échéancier donné. Pour rembourser ce crédit, la plupart des gens doivent travailler et gagner de l'argent par leur productivité. La valeur réelle de l'argent en circulation dans le système économique actuel est donc créée à partir de nos promesses de futur travail productif. Nous empruntons pour faire un achat immédiatement et nous acceptons en retour de payer des intérêts à l'avenir, ce qui réduit notre futur pouvoir de dépenser, souvent d'un montant supérieur à celui de notre emprunt d'origine. Mais quand on comprend ce qu'est le flux, on voit que payer des intérêts ne pose pas de problème mathématique insurmontable. Le problème est de nature sociale et systémique. Les prêteurs n'ont ni obligation, ni motivation de dépenser tous leurs revenus d'intérêt pour que les emprunteurs puissent les gagner de nouveau, à maintes reprises. En fait, l'argent créé par un premier prêt est prêté une deuxième fois, puis une troisième fois, en vue de retirer plus de bénéfices. Le problème provient fondamentalement d'un recyclage incomplet. Alors que l'argent doit être dépensé, puis gagné et utilisé de nouveau pour éteindre la dette qui lui a donné existence, il est prêté ou investi pour retirer des bénéfices. En d'autres termes, l'argent qui doit être éteint est placé en vertu d'une croissance infinie. Prenons un autre exemple d'un mécanisme fondamental de tout prêt bancaire. Disons que je vous prête 100 $ et que vous les dépensez, c'est-à-dire que vous les mettez en circulation. Tôt ou tard, ces 100 $ vont se retrouver entre les mains de quelqu'un qui n'a pas besoin de les dépenser et qui va donc décider de les prêter. Disons aussi que ces 100 $ sont les seuls 100 $ qui existent. Vous allez donc devoir les emprunter au deuxième prêteur pour me rembourser la dette que vous avez envers moi. Puis vous allez devoir me les emprunter pour rembourser ce deuxième prêteur. Cet argent prêté 2 fois devient ainsi une dette perpétuelle, impossible à rembourser. Cette dette ne peut pas être éteinte ni même réduite, sans défaut de paiement. Le problème de la dette perpétuelle subsiste avec ou sans intérêt. Et même quand l'argent a une valeur intrinsèque, par exemple quand il s'agit d'or ou d'argent métal, ou d'une monnaie fiduciaire créée par les gouvernements, l'argent prêté 2 fois crée une dette perpétuelle, exactement de la même façon. Quand le même argent est prêté avec intérêt plusieurs fois simultanément, non seulement la dette devient perpétuelle, mais notre société doit payer les prêteurs des multiples du taux d'intérêt pour utiliser le même argent. Dans ce système, l'argent existant est censé augmenter indéfiniment en étant prêté avec intérêt. Ceci nous contraint de séparer mentalement l'argent et la dette à partir de laquelle il a été créé. Mais en fait, tout dollar créé aujourd'hui a un rendez-vous à l'avenir pour être éteint en tant que paiement du principal de la dette à partir de laquelle il a été créé. Et c'est pourquoi l'argent dette ne peut pas être séparé de la dette qui lui a donné naissance. C'est comme un yo-yo qui se dévide dans l'économie pendant un certain temps, puis qui doit être rembobiné à une date prédéterminée. Pour que le yo-yo puisse revenir dans le système, tout l'argent dette requis pour éteindre la dette doit pouvoir être gagné. Le flux doit être complet. Ne pourrait-on pas tout simplement payer ses dettes avec d'autres argents? Mais quel autre argent? De nos jours, le montant des billets et des pièces physiquement en circulation est infime. Presque tout l'argent existe sous forme de crédit bancaire, d'argent dette. Donc, si presque tout l'argent est créé ainsi, on peut conclure que chaque dollar d'argent dette a son propre cycle de création et de destruction. Quant à la question « Ne pourrait-on pas payer ses dettes avec d'autres argents ?» La réponse est non, parce qu'il n'y a pas d'autre argent.
Tout l'argent est lié à la dette, sous une forme ou sous une autre. Et c'est pourquoi le seul moyen de garantir que les paiements puissent se faire est de constamment accroître la quantité totale d'argent en circulation. Comme l'argent est dette dans ce système, le processus crée une illusion de richesse, du moins pendant un certain temps. Mais toute illusion est vouée à disparaître, tôt ou tard. Bien sûr, on peut repousser le moment fatidique, mais uniquement en faisant retomber le poids de la dette sur les générations futures. Et c'est ce que nous faisons. Les gouvernements accumulent les dettes des entreprises enflent démesurément et celles des consommateurs aussi. Aussi longtemps que la dette totale reste en expansion, le système peut échapper au monstre de la dette. Mais toute cette dette est pur fantasme et nos descendants ne pourront jamais la repayer complètement. D'ailleurs, ils ont tout intérêt à ne pas le faire, car le remboursement complet de la dette éliminerait l'argent et plongerait le monde dans une grande dépression. Quand la croissance réelle plafonnera, en raison des limites de la productivité humaine ou de celle des ressources de notre planète, notre système monétaire fondé sur la croissance ne pourra résoudre cette équation impossible que par une destruction de valeur. Ceci pourra se faire soit par une spirale déflationniste de défaut des crédits et par une chute des prix, ou par une dévaluation de l'unité monétaire. Prises dans leurs extrêmes, ces deux options mèneront à une destruction de l'économie, voire de la civilisation. La seule autre possibilité, c'est d'annuler la dette. Dans l'Antiquité, il était courant d'annuler régulièrement toutes les dettes lors d'un jubilé, pour surmonter les problèmes qui découlent inévitablement des prêts d'argent. Même les riches et les puissants considéraient alors qu'il était normal que le bien de la société passe avant les droits des gens qui étaient suffisamment fortunés pour prêter de l'argent avec intérêt. Certains disent qu'on pourrait résoudre les problèmes du système monétaire en revenant à l'or ou à l'argent métal, ou encore à tout autre système fondé sur une marchandise limitée, concrète, comme le pétrole ou l'énergie. Selon eux, cette approche empêcherait une création excessive d'argent-monnaie, car la valeur de l'argent-monnaie serait fondée sur quelque chose de valeur réelle. Mais il y a un hic. Seuls ceux qui posséderaient cette marchandise sélectionnée auraient de l'argent-monnaie réel. Tous les autres auraient uniquement un droit à de l'argent-monnaie. Prenons l'exemple de l'or. Comment pourrions-nous revenir à une économie honnête, fondée sur l'or, avec une distribution spontanée de l'or parmi la population? Il y a belle lurette que ce système a pris fin. Pourquoi y revenir? C'est un système désuet. Et c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Et puis l'or n'est pas pratique. Un baril de pétrole l'est encore moins. C'est pourquoi, qu'on choisisse l'or, le pétrole ou les kumquats, le commerce continuera de se faire en vertu de promesses. Mais si on veut commercer avec des promesses de livrer quelque chose de valeur réelle, pourquoi les fonder sur l'or uniquement? En fait, pourquoi choisir une seule marchandise? À ce stade de notre évolution, ne serait-il pas plus sage de réexaminer tout le concept très ancien de l'argent? On peut argumenter que notre argent-dette est garanti par un élément de valeur bien réel, aussi valable que l'or. En effet, l'argent, surtout créé à partir d'hypothèques, représente la valeur des actifs donnés en garantie. Alors, le crédit bancaire représente-t-il une créance sur les biens immobiliers donnés en garantie pour créer ce crédit? Pas directement. Le crédit bancaire peut être une créance sur n'importe quoi, et ce n'importe quoi inclut les biens immobiliers. La créance peut donc représenter un droit sur ces biens immobiliers.
En quoi une créance en biens immobiliers est-elle moins valable qu'une créance en or? Tout comme les biens immobiliers, l'or peut changer de valeur par rapport aux autres marchandises. Ni l'un ni l'autre ne constitue une norme permanente. En fait, il ne peut pas y avoir de norme permanente de valeur, car la valeur est toujours subjective et variable. La différence cruciale entre une créance en or et un crédit bancaire est que ce dernier ne correspond à rien de spécifiquement réel, tandis que la créance en or repose sur quelque chose de bien réel. La promesse d'or est faite pour un montant spécifique d'une marchandise spécifique par un promettant spécifique. C'est sans doute pourquoi tant de gens considèrent que la promesse d'or est la meilleure option. Mais encore faut-il que la promesse soit fiable et que l'or soit vrai. On a découvert il y a quelque temps déjà que certains des lingots d'or entassés dans les banques centrales étaient faits de tungstène plaqué or, sans grande valeur. Toute l'argumentation que l'or est la monnaie la plus forte et la plus fiable ne s'avère ni forte ni fiable. Les métaux précieux sont sujets aux contrefaçons. Ils sont lourds à transporter, mais faciles à voler. Recommencer à faire du commerce en échangeant des pièces de métaux précieux marquerait un retour à une civilisation préélectronique. En l'absence d'un tel effondrement, l'économie continuerait de reposer sur des promesses, comme maintenant. Et de nouveau, l'argent n'aurait de valeur que dans la mesure où ces promesses auraient de la valeur. Il n'y aurait nul besoin de pièces en métal précieux si toutes les transactions se faisaient en termes de promesses. La question fondamentale est la suivante. En quoi le besoin de monnaie, pour faire des échanges, est-il lié à un métal qui brille, ou à une quantité de ressources naturelles, de marchandises uniques, ou même de biens immobiliers? Où est le rapport entre n'importe lequel de ces éléments et le besoin fonctionnel de monnaie? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps et voir comment la monnaie est née, comment elle a pris sa forme actuelle. Nous savons qu'à l'âge de pierre, déjà, nos ancêtres avaient une forme de monnaie. À cette époque, c'est-à-dire bien avant l'invention de l'écriture, la monnaie devait être faite d'objets de valeur, faciles à transporter. Les coquillages et les pierres rares, avec lesquelles on pouvait faire des bijoux, convenaient parfaitement. Ces objets monétaires avaient une valeur reconnue sur d'immenses territoires, ce qui permettait de faire indirectement du commerce à très grande échelle. Les gens d'une région pouvaient se procurer des denrées et des produits venus d'ailleurs, tout en se parant de bijoux. Le concept des bijoux, en tant qu'objet précieux, subsiste de nos jours encore. Par la suite, dans les civilisations agricoles, le bétail a souvent servi à faire des transactions importantes, tandis que le sel était utilisé pour les petits échanges. Le sel était rare et donc précieux. Dans l'Antiquité, les soldats romains étaient payés en sel. D'ailleurs, le mot salaire provient de sel. Après l'invention de l'écriture, le commerce a pu se faire à partir de promesses de payer en bétail et en sel. Le bétail et le sel n'étaient pas forcément remis en paiement en fin de compte. Ils servaient d'unité de valeur, généralement acceptée, qui permettait d'établir facilement le prix des denrées échangées. Les crédits émis sous forme écrite étaient exprimés dans ces deux unités courantes, même s'ils représentaient divers biens et services. Cette forme de monnaie était idéale dans les économies locales
où les gens qui faisaient du commerce se connaissaient et où il était facile d'obtenir ce qui avait été promis en gage. Quand la production agricole est devenue excédentaire, une partie des gens ont pu délaisser les travaux de la ferme et se spécialiser dans l'artisanat de leur choix. Un développement des connaissances et un perfectionnement des outils ont suivi, ce qui a entraîné un renforcement de la productivité. La spécialisation du travail s'est accompagnée d'un essor des échanges, car de plus en plus de gens se sont voués à la production d'une seule denrée à valeur ajoutée. Ces gens-là ont commencé à échanger ce qu'ils produisaient contre divers produits de nécessité courante, alors qu'avant, chacun produisait ce dont il avait besoin. Mais le troc direct était peu efficace, et c'est pourquoi l'essor du commerce a mené à un besoin grandissant de monnaie. Au fil des siècles, plusieurs formes de monnaie ont été essayées. Finalement, les pièces d'or et d'argent se sont révélées les plus utiles parce qu'elles étaient facilement portables et qu'on pouvait leur attribuer une valeur similaire dans de vastes régions du monde civilisé. De plus, les pièces d'or et d'argent étaient aisément standardisées en termes de poids et de pureté. Leur valeur s'imposait d'elle-même, sans l'intervention d'une autorité extérieure. Il n'était plus nécessaire de faire des échanges physiques de biens et de produits dans des contrées lointaines. C'est pourquoi l'or et l'argent métal sont devenus des monnaies internationales universelles, acceptées à titre de paiement final de dettes presque partout dans le monde. Le problème d'un système monétaire fondé sur une marchandise standard, c'est qu'il est surtout efficace quand seule cette marchandise est utilisée. Mais alors, la valeur de la monnaie dépend exclusivement de la quantité de cette marchandise unique par rapport à toutes les autres. En voici un exemple. Les Espagnols se croyaient fabuleusement riches grâce à tout l'or qu'ils avaient volé aux Aztèques et aux Incas pour s'en servir de monnaie dans leur pays d'origine. Mais une fois que l'or a été ramené en Europe, la productivité réelle n'a pas augmenté proportionnellement à l'augmentation de l'or sur le marché. Des engrais, par exemple, auraient été bien plus utiles. Comme il n'y avait pas vraiment d'augmentation des produits et des services sur le marché, la valeur de l'or a chuté. Et les Espagnols ont découvert que l'or n'avait aucune valeur intrinsèque de monnaie, contrairement à ce qu'ils avaient pensé. La valeur de l'or dépendait de son abondance relativement à la valeur de biens et de services concrets à acheter. Malgré tout, beaucoup de gens ont continué de dire que la valeur de l'or devait servir à mesurer la valeur de tous les biens et services essentiels à nos vies, alors que ce métal de luxe était sans utilité pratique pour la plus grande partie de la population. Maintenant que certains font campagne pour revenir à l'or, d'autres croient, à tort, que l'argent monétaire en circulation représente toujours de l'or conservé dans les coffres des banques. Ce n'est plus vrai depuis des décennies. Notre système monétaire actuel repose sur des monnaies fiduciaires nationales et sur des promesses bancaires de payer en devises nationales, pas sur l'or. Autrefois, les devises nationales constituaient des promesses de paiement en or ou en argent métal. Mais le nombre de promesses qui étaient faites était bien supérieur à celles qui pouvaient être tenues. Et c'est pourquoi le système a flanché. De nos jours, les devises nationales sont tout simplement des monnaies dont le cours est légalement imposé et qu'on appelle des monnaies fiduciaires. Une monnaie fiduciaire est une monnaie que vous devez accepter parce que le gouvernement l'a décidé. Selon beaucoup de gens, cette monnaie fiduciaire gouvernementale n'est qu'un tas de morceaux de papier sans valeur. Alors que faut-il en penser ? On peut payer ses impôts avec cette monnaie fiduciaire et les gouvernements, surtout les gouvernements locaux, survisent des services importants grâce aux impôts, comme les routes, les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques, les services de police et l'armée. Les monnaies fiduciaires gouvernementales ne sont donc pas sans valeur. Mais les consommateurs des services gouvernementaux
n'ont pas le choix de décider quelles dépenses et quels services sont financés grâce à leurs impôts. Beaucoup de contribuables peuvent très bien ne pas vouloir de tels services. Et c'est pourquoi certains affirment que ces monnaies sont monopolistes, coercitives et socialisantes. Mais il faut reconnaître que les gouvernements sont tout naturellement monopolistes, coercitifs et socialisants. Comment pourrait-il en être autrement ? Idéalement, dans une démocratie ou une république, un gouvernement est une autorité unique, à laquelle la société donne le droit d'imposer des lois acceptées par elle pour son bien collectif. Dans une économie de libre marché, le gouvernement doit créer le terrain d'entente juridique nécessaire au bon fonctionnement du libre marché. Et il doit mettre en place des arbitres pour faire respecter les règles du jeu. Ceux qui regrettent les bons vieux jours des pionniers devraient se souvenir que la première chose qu'ils faisaient, généralement, était d'élire un shérif, de construire une prison et de percevoir des impôts pour payer les deux. La monnaie fiduciaire gouvernementale n'est pas sans valeur intrinsèque. Les gouvernements, à tous les niveaux, offrent des services cruciaux en échange. Cette monnaie fiduciaire ne perd sa valeur que quand les gouvernements en créent de trop grandes quantités, ce qu'ils font souvent, pour les pires raisons. Beaucoup de réformateurs restent obnubilés par les différences entre l'or et la monnaie fiduciaire, alors que c'est la similarité fondamentale entre les deux qui compte le plus. L'or, l'argent, les devises nationales et les crédits bancaires, qui sont des marchandises uniformes et uniques, partagent tous les caractéristiques qui ont été celles des monnaies au fil des millénaires. Plus il y a de monnaie relativement aux choses à acheter, moins l'unité monétaire a de valeur. Et c'est pourquoi la quantité totale de monnaie en circulation est si importante pour maintenir le niveau des prix. Actuellement, cette quantité est en grande partie déterminée par la demande d'argent monétaire nouveau pour acheter des biens immobiliers et des avoirs spéculatifs. La masse monétaire disponible pour le commerce est donc particulièrement vulnérable aux bulles de l'immobilier et de la bourse. Mais le problème, peut-être le plus grave de l'argent monétaire, en tant que marchandise unique, c'est sa tendance à concentrer la richesse. Les gens qui n'ont pas d'argent doivent en emprunter à ceux qui en ont à prêter. Tous les gens qui ont trop d'argent peuvent en prêter avec des intérêts. Si au lieu de dépenser tous les intérêts, ils en ajoutent une partie à leurs capitaux de prêt, ils ont encore plus d'argent à prêter. Une étude renommée a compté toutes les façons dont nous payons des intérêts, directement sur nos propres dettes et indirectement sur les prix que font payer les entreprises et sur les impôts que font payer les gouvernements. Ces chiffres ont été comparés aux intérêts que nous retirons de toutes les sources. Selon cette étude, seuls les 10% des gens les plus riches profitent de la situation. Les 10% suivants ne font guère ni profit ni perte, mais 80% payent plus qu'ils ne reçoivent. Et les plus pauvres sont les grands perdants. Dans le système actuel de crédit bancaire, l'argent est créé en tant que dette envers les banques. Ces dettes doivent être remboursées aux banques sous forme de monnaie fiduciaire ou de crédit bancaire. La capacité de remboursement de tous les emprunteurs dépend donc de la disponibilité de monnaie fiduciaire ou de crédit bancaire. La monnaie fiduciaire est contrôlée, en général, par la banque centrale de chacun des pays. Mais la monnaie fiduciaire ne représente qu'un tout petit pourcentage du total de l'argent monétaire. Environ 95% de tout l'argent se présente sous forme de crédit bancaire. Et qui contrôle la disponibilité du crédit bancaire? Les banques? Eh bien, d'un côté, les banques peuvent réduire l'approvisionnement en crédit quand elles le veulent, en imposant des taux élevés d'intérêt ou tout simplement
en ne consentant plus de prêts. D'un autre côté, les banques peuvent diminuer les taux d'intérêt et encourager les emprunts. Mais elles ne peuvent pas accroître la masse monétaire si les emprunteurs ne veulent plus emprunter. S'il y a peu d'emprunteurs, prudents et fiables, les banques doivent prendre plus de risques, car elles doivent quand même payer des intérêts aux déposants. Et la gestion des banques est coûteuse. Comme le disent si bien les banques, la création de l'argent monétaire sous forme de crédit bancaire est très, très souple. Comme tout ce système repose sur l'envie d'emprunter qu'ont les emprunteurs et sur leur fiabilité à rembourser, le système peut aussi bien prendre rapidement de l'expansion que se contracter rapidement. Un autre point important, c'est que tout le monde est légalement contraint de payer en argent. Mais en réalité, cet argent n'est qu'une comptabilisation de dette qui suit des règles très strictes. Toute la situation est donc régie par des chiffres inflexibles. C'est pourquoi une réduction soudaine de la masse monétaire, causée par des défauts de paiement, entraîne inévitablement de plus en plus d'autres défauts de paiement, ce qui réduit encore la masse monétaire. Cette spirale descendante, qui se renforce d'elle-même, provoque un effondrement économique. L'une des conséquences absurdes est que des chômeurs dépossédés se retrouvent en train de camper devant leurs maisons abandonnées et vandalisées. Et que fait le gouvernement? Il fait peser une dette astronomique, illusoire, sur les épaules des contribuables en faillite, une dette qui ne pourra jamais être réduite et encore moins être remboursée. Tout ce processus sert à combler les bilans négatifs des banques avec de l'argent qu'elles n'ont jamais possédé au départ. Et comble de tout, les banques utilisent cet argent pour se payer des primes scandaleuses. Ah, la vie est belle pour ceux qui savent profiter du système. Les renflouements bancaires constituent la plus grande escroquerie de notre histoire. Toutes ces tendances de l'argent-marchandise résultent du système même. La cupidité et la corruption prédominent, car ceux qui comprennent le système savent en profiter, en surfant sur les vagues de l'expansion et de l'effondrement. Ils savent parfaitement ce qui va arriver. Au moment propice, ils savent même précipiter des événements qui sont désastreux pour les masses, mais bénéfiques pour eux, personnellement et politiquement. La structure même du système leur donne ces possibilités, dont ils profitent depuis les temps les plus anciens. Les gens se plaignent des injustices, ils s'accusent les uns et les autres, ils accusent la gauche et la droite, et beaucoup d'autres boucs émissaires. Ils ne saisissent pas l'une des raisons capitales de tout ce processus, car la plupart renoncent à tenter de comprendre la vraie nature de l'argent et de la liberté. Le fondement de la liberté dans notre société, c'est principalement la liberté d'échanger des biens, des services, des idées. Si vous produisez quelque chose qui est en demande sur le marché, vous seul devriez avoir le droit et la liberté de créer et de faire circuler le crédit requis par quelqu'un pour acheter votre produit. L'argent monétaire, en tant que marchandise portable, a été inventé il y a bien longtemps. Technologiquement, il est longtemps resté le seul moyen de monnayer les échanges. Mais les temps ont changé. Alors pourquoi ces technologies monétaires désuètes prédominent-elles encore? Pourrait-on concevoir l'argent autrement? Pourrait-on trouver un concept, un modèle nouveau, mieux adapté aux vrais objectifs de l'argent monétaire au XXIe siècle?
De plus en plus, on prend conscience du besoin de changer radicalement le système monétaire. Mais quelle voie faut-il suivre? Quel est le problème au juste? Et comment peut-on le résoudre? Beaucoup de gens affirment que la seule vraie solution, qui est aussi la plus sûre, est de revenir à l'or ou à l'étalon or, disant que ce système a fonctionné pendant des millénaires. Mais l'or est peu pratique pour faire des transactions dans le monde actuel. En fait, il était peu pratique il y a quelques siècles déjà, et c'est pourquoi on a créé un système fondé sur des promesses de payer avec de l'or. En pratique, les transactions seraient donc des promesses de payer en or et non pas des paiements en or. La monnaie fondée sur ces promesses ne serait fiable que dans la mesure où les promesses le seraient, si bien qu'en fin de compte, ce qui ferait fonctionner le système, ce ne serait pas l'or, mais la fiabilité des promesses. Les promesses seraient-elles fiables? Peut-être, mais ce qui servirait de monnaie ressemblerait aux promesses faites par les orfèvres autrefois. Elles seraient le produit d'un système où les gens ne réclameraient presque jamais de l'or. C'est de là que venait le problème au temps des orfèvres. Comme l'or était si peu réclamé, on pouvait faire des promesses frauduleuses de paiement en or et les utiliser comme monnaie. Alors, si tous les éléments du système restaient les mêmes, pourquoi penser que le système serait différent? Un autre point est à considérer. Ce que la plupart des gens apprécient dans le système d'étalon or, c'est que toute promesse d'or monétaire se fait pour un montant spécifique d'une valeur réelle. L'idée paraît bizarre. En effet, comme la vaste majorité d'entre nous n'a aucune raison d'utiliser de l'or, quelle valeur réelle l'or peut-il bien avoir pour nous? Est-ce qu'une promesse échangeable contre de la nourriture, des vêtements, un logement ne serait pas bien plus réelle? Les gens aiment aussi l'idée que l'or existe tout naturellement. Pas besoin pour les gouvernements de le créer. Mais pour avoir de l'or, il faut des mineurs. Dans un système monétaire fondé sur l'or, les découvertes minières, l'orfèvrerie, les applications industrielles, la thésaurisation et la contrefaçon des lingots avec du tungstène plaqué or ont des répercussions sur la masse monétaire. En quoi tout ça a quelque chose à voir avec le besoin d'argent monétaire pour faire du commerce? Le dernier point à signaler, c'est que l'or, en tant que monnaie, est une marchandise unique qui présente tous les défauts mathématiques inhérents aux prêts bancaires que nous avons mentionnés dans la partie 1 de ce documentaire. Une pièce de monnaie de valeur intrinsèque ne fait aucune différence. Une grande partie de l'attrait de l'or et de l'argent métal vient d'une vision simpliste de l'histoire. Les gens présument que les pièces de monnaie ont été inventées pour uniformiser la valeur inhérente de leur métal. C'est vrai, mais certaines des pièces les plus anciennes ont été créées à partir d'un tout autre concept. En effet, les dirigeants alors au pouvoir prévoyaient déjà les conséquences néfastes d'utiliser des quantités limitées de métaux précieux pour créer la monnaie. Ils ont donc évité de le faire. Au lieu d'utiliser des métaux précieux, ils faisaient frapper des pièces de fer ou de cuivre dont ils définissaient la valeur par décret. De plus, pour enlever toute valeur intrinsèque à ces pièces, elles étaient chauffées à blanc et trempées dans du vinaigre. En fait, ces pièces étaient la vraie monnaie fiduciaire d'origine. C'étaient de simples symboles de valeur, créés par la loi et imposés par les gens au pouvoir. La monnaie fiduciaire pure est l'autre concept préféré des réformateurs monétaires. Ces réformateurs souhaitent redonner à la monnaie fiduciaire son vrai statut de monopole, le gouvernement pouvant seul créer la monnaie. Ce mouvement de réforme monétaire, qui s'oppose carrément à celui du retour à l'or, proclame que la vraie monnaie est la monnaie fiduciaire, émise par l'autorité souveraine de l'État.
Cette monnaie, qui doit être dépensée pour exister, est une promesse faite par l'État de l'accepter pour le paiement des impôts. Les impôts sont obligatoires et l'État promet aussi d'imposer légalement l'acceptation de cette monnaie. Ce sont là des promesses très fiables qui peuvent donner naissance à une monnaie très fiable, sauf si on abuse du système. Le problème qu'ont les partisans de la monnaie fiduciaire avec le système actuel, c'est que le gouvernement a cédé ce pouvoir de création de la monnaie à des banquiers privés et qu'il emprunte maintenant de l'argent avec intérêt, alors qu'il pourrait le créer lui-même par quelques clics sur un clavier, tout comme le font les banques maintenant. C'est de là que viennent nos dettes nationales monumentales, impossibles à rembourser, sur lesquelles il faudra payer éternellement des intérêts. Ces dettes nationales, qui augmentent constamment, font gonfler la masse monétaire quand les banques centrales créent de l'argent monétaire nouveau pour acheter plus de dettes gouvernementales. Le fardeau de l'intérêt, transmis par les impôts, majore le coût de presque tout ce qu'on achète. Contrairement à la monnaie créée sous forme de dette nationale, une monnaie fiduciaire qui prendrait existence du simple fait qu'elle serait dépensée aurait plusieurs avantages. Elle permettrait aux contribuables d'économiser des intérêts considérables, de libérer les futures générations d'une dette impossible à rembourser et d'éviter l'inflation, car la masse monétaire ne continuerait pas d'augmenter éternellement en fonction de la dette nationale, étant donné qu'il n'y aurait pas de dette nationale. Dans un système de monnaie fiduciaire, retirer une partie de la monnaie de la circulation, par le biais des impôts, permet de préserver ou de restaurer la valeur du reste de la monnaie. Ne pas imposer suffisamment la monnaie mènerait à sa dévaluation. Il est crucial de comprendre l'utilisation judicieuse de la monnaie fiduciaire gouvernementale. Si vous pouvez décider des prix ou des impôts pour de futurs produits et services, vous pouvez émettre de la monnaie dès à présent, car c'est la valeur de vos produits et services et la fiabilité de vos promesses qui donnent à la monnaie sa vraie valeur. Le gouvernement peut honorer ses promesses d'accepter son argent en retour sous forme d'impôts, et il peut obliger vos débiteurs à vous payer en monnaie fiduciaire gouvernementale si vous les poursuivez en justice pour non-paiement. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles la monnaie émise par les gouvernements fonctionne maintenant et pour lesquelles le système monétaire fonctionnerait si les gouvernements émettaient eux-mêmes ces crédits au lieu de les emprunter aux banques. Toutefois, dans ce système de pure monnaie fiduciaire, la masse monétaire resterait déterminée par une autorité centrale. La masse monétaire serait donc limitée et elle serait gérée de manière monopoliste et hiérarchique. Les autorités auraient le pouvoir de créer la monnaie que vous devriez vous procurer auprès d'elles. Les autorités auraient aussi le pouvoir de créer beaucoup trop de monnaie et de la dépenser dans des guerres et d'autres activités non productives, sans l'approbation de ceux dont la productivité donne à la monnaie toute sa valeur. Dans le système actuel, les dettes inflationnistes ont dépassé les limites de l'absurde. Elles menacent de provoquer l'effondrement de tout le système et de plonger le monde entier dans le chaos. Pour sauver leur peau, les gouvernements font maintenant des emprunts impossibles sur la productivité des générations à venir, ce qui est complètement désespéré, vu la situation mondiale. Étant donné la performance des gouvernements jusqu'à présent, beaucoup de gens croient qu'il serait complètement fou de redonner le plein pouvoir de créer la monnaie à des politiciens corrompus et incompétents. Cette option ne permettrait aucunement de régler nos problèmes. Mais tout dépendrait bien sûr des qualités des dirigeants gouvernementaux. Les partisans de la monnaie fiduciaire croient qu'il faudrait une vraie révolution au gouvernement. Ils espèrent donc que les postes de décision seraient occupés par des gens honnêtes et compétents, soucieux du bien du public.
mais que les responsables soient bons ou mauvais, nous resterions à la merci de décideurs éloignés de nous pour maintenir la valeur de notre monnaie. Et ces gens-là subiraient des pressions et des tentations multiples pour s'enrichir en ne maintenant pas la valeur de la monnaie. De même que l'or monétaire, la monnaie fiduciaire gouvernementale est une marchandise uniforme et unique, qui a tous les défauts des prêts consentis avec intérêt et de l'argent prêté 2 fois. Quand cette pure monnaie fiduciaire serait créée et injectée dans le système bancaire pour être prêtée avec intérêt, les problèmes du système actuel continueraient comme avant. Ce concept monétaire pourrait peut-être sauver les gouvernements des terribles impasses financières actuelles, et c'est une facette restreinte du principe de crédit auto-émis préconisé ici. Mais un système de pure monnaie fiduciaire ne permettrait pas de résoudre les problèmes fondamentaux qui résultent du prêt de l'argent, à moins d'étendre le principe au-delà du gouvernement. Les partisans de la pure monnaie fiduciaire aiment dire que c'est une monnaie créée en vertu de la loi, comme si cette monnaie était indépendante du système économique. Mais si de nouvelles quantités de monnaie fiduciaire continuaient d'être créées par un flux de dépenses, année après année, sans être retirées de la circulation sous forme d'impôts, la monnaie perdrait sa valeur. Quand les partisans de cette monnaie fiduciaire se réfèrent à l'histoire, ils ont tendance à ignorer que dans les systèmes anciens de monnaie créés en vertu de la loi, les prix des marchandises essentielles étaient dictés eux aussi par la loi. En fait, la valeur de la monnaie était définie par les gens au pouvoir en tant que quantité de certaines marchandises. Si vous demandiez plus ou moins de marchandises désignées pour votre paiement, vous risquiez d'avoir la tête coupée. De nos jours, ce contrôle des prix ne pourrait être pratiqué que dans une économie volontairement isolée et foncièrement bureaucratique, par exemple de type communiste soviétique. Dans une économie mondiale libre, la monnaie créée en vertu de la loi est assujettie aux mêmes lois de l'offre et de la demande que toute autre monnaie fondée sur une marchandise unique et uniforme. En d'autres termes, la pure monnaie fiduciaire, dans un marché libre, est une illusion. Elle ne peut tout simplement pas exister. La troisième option de réforme monétaire comprend divers types de monnaies, dites monnaies de rechange, toutes fondées sur un concept de monnaie créé sous forme de crédit auto-émis. De nombreux exemples de ces systèmes sont déjà en place dans le monde. Certains prennent la forme de réseaux de troc entre des entreprises qui créent des crédits de produits échangeables entre elles, indépendamment des banques et des gouvernements, et généralement sans intérêt. Ces systèmes sont tolérés actuellement. En Suisse, le système WIR est généralement considéré comme un élément stabilisateur du système bancaire, car le WIR prend de l'expansion quand le système conventionnel se contracte et vice-versa. Mais de par le passé, quand ces systèmes monétaires de rechange ont remporté trop de succès, ils ont été généralement réprimés par les systèmes bancaires et déclarés hors la loi par les gouvernements. La suppression active de ces systèmes est donc le problème externe majeur. Les problèmes inhérents les plus courants à ces systèmes sont qu'ils restent d'une envergure et d'une portée limitée, que leurs coûts opérationnels sont élevés et que le crédit de leurs membres pose des problèmes de fiabilité. Les systèmes bancaires conventionnels offrent des services nécessaires qui sont le plus souvent inadéquats ou trop coûteux dans les systèmes de rechange. Envergure mondiale, abordabilité, vérification du crédit et recouvrement des dettes. Une fois que le petit groupe de concepteurs idéalistes et honnêtes s'agrandit pour inclure de nouveaux membres, qui ont certains travers humains regrettables, tout système de rechange se trouve fatalement confronté à des tricheurs.
certains trichent délibérément, d'autres ne gèrent pas très consciencieusement leurs dettes. Par contre, il y a des gens hyper consciencieux qui refusent d'émettre des crédits par crainte de ne pas pouvoir en assumer la responsabilité. Or, un système de crédit auto-émis ne peut pas fonctionner si les membres ont peur d'émettre des crédits. C'est pourquoi il est bien plus sensé que les gouvernements et les industries essentielles, celles des secteurs agricoles, forestiers, miniers et manufacturiers par exemple, soient les sources principales et acceptées de crédits auto-émis, pas des particuliers qui échangent par exemple des coupes de cheveux contre des articles de poterie. Nous parlons ici de créer un système d'échange vraiment libre. Avec ce nouveau système, n'importe qui pourrait librement émettre des crédits, car seule l'acceptation volontaire de ces crédits en déterminerait la circulation. Dans les systèmes de crédit auto-émis, les coûts de comptabilité pourraient être éliminés grâce aux technologies émergentes de création des pièces numériques. Ces pièces pourraient passer d'une personne à une autre, sans aucune comptabilité, sans aucune intervention de tierces parties, comme les banques ou PayPal. Il ne reste donc qu'un seul problème, celui de donner à ce système une envergure mondiale. De nouveau, grâce à la technologie, ce problème pourrait être résolu à moindre coût et le système pourrait avoir le même rayonnement, la même convivialité que des réseaux sociaux actuels comme Facebook et Twitter. On le voit, il y a une réponse positive à toutes les questions soulevées dans ce documentaire. Et il existe une solution pour rassembler les 3 écoles de réforme monétaire, apparemment en conflit, pour créer un mouvement coordonné et apporter des changements monétaires fondamentaux. Quand on y regarde de plus près, qu'il s'agisse d'or, de reçus d'impôts ou de biens et services, les 3 écoles de réforme monétaire préconisent la même chose. Une monnaie échangeable contre quelque chose de spécifique, provenant d'un fournisseur spécifique. Une fois qu'on a bien compris ce point fondamental, il est clair que les crédits auto-émis pour toute la gamme des biens et des services en demande sur le marché comprendraient forcément l'or, l'argent et les reçus d'impôts gouvernementaux, eux aussi en demande. Il faut oublier toutes les notions dépassées et voir le cœur de la situation. Ce système global de crédit auto-émis, qui serait le fondement de presque toutes les formes de monnaie de rechange, pourrait inclure aussi bien les métaux précieux que les monnaies payables pour impôts, sans aucune contradiction. La monnaie n'est pas qu'un simple moyen d'échange commerciaux. Toutefois, dans ce documentaire aux objectifs pratiques, nous considérons la monnaie comme l'invention qui a permis de surmonter les limites du troc direct. C'est donc une technologie, un moyen de résoudre un problème. La plupart de nous reconnaissent que notre système monétaire actuel s'avère problématique. Il ne faut pas s'en étonner. En effet, notre système a été conçu par des banquiers qui veillaient uniquement à leurs propres intérêts et par des gouvernements qui voulaient injecter de l'argent artificiel sur le marché pour financer des guerres, par exemple, par une forme d'impôt caché appelée l'inflation. Le système monétaire actuel n'est pas né d'une réflexion profonde faite par des mathématiciens et des ingénieurs soucieux du bien de l'humanité. Actuellement, beaucoup de gens, dont des mathématiciens, des ingénieurs et même des caricaturistes, essaient de trouver de nouveaux concepts de la monnaie, car le besoin de le faire est clair. Dans cette présentation, nous avons proposé un retour aussi complet que possible au troc direct, car cette solution permettrait d'ancrer le système monétaire dans la production de biens et de services réels et nécessaires. Les fuites de capitaux chimériques qui ont amené le système actuel à son point de rupture ne seraient plus possibles.
Le crédit d'auto-émis n'est pas un concept nouveau. En fait, c'est une idée aussi ancienne que les chiffres et les écritures comptables. C'est donc un concept très ancien. Mais c'est uniquement grâce aux technologies nouvelles que cette idée peut parvenir à son plein potentiel de moyens d'échange internationaux. Cette mutation a commencé à se faire. Il y a déjà de vastes réseaux de troc électronique entre des entreprises, dont certains ont leur propre monnaie. Ces réseaux pourraient prendre de l'expansion et former un nouveau système monétaire d'envergure mondiale. Au Canada, depuis plusieurs décennies, la compagnie Canadian Tire émet des crédits échangeables contre ses produits. Ces bons de crédit sont uniquement échangeables dans les magasins Canadian Tire. Mais des gens les acceptent à titre de paiement parce qu'ils comptent aller tôt ou tard faire des achats à Canadian Tire. Comme le système de mille aériens et les autres systèmes de primes, ce n'est actuellement qu'un programme de récompense pour les consommateurs. Mais tout ce qui peut servir de monnaie peut véritablement être de la monnaie. La monnaie de crédit auto-émis par des entreprises privées existe actuellement sous plusieurs formes, un peu partout dans le monde. Et de plus en plus d'entreprises privées adoptent ce système. La monnaie devient monnaie par suite d'une acceptation. Alors la liberté s'ouvre à nous, à condition d'accepter des idées nouvelles, plus larges, de ce qu'est véritablement la monnaie. Quand on y pense logiquement, pourquoi un contrat légal de livraison de biens et de services spécifiques provenant d'un fournisseur spécifique ne serait-il pas bien plus acceptable comme moyen de paiement que la monnaie créée par un monopole gouvernemental et bancaire qui nous cause tant de problèmes? Ne serait-il pas naturel et logique que la source de la monnaie soit celle de la vraie richesse, c'est-à-dire les membres productifs de notre société? Ne serait-il pas naturel et logique que la valeur du crédit de toute personne soit déterminée uniquement par le succès qu'a cette personne de vivre selon ses moyens et non pas par quelqu'un d'autre? Ne serait-il pas naturel et logique que la valeur de ce que nous gagnons par notre travail et notre productivité ne soit ni détruite ni usurpée par les jeux d'argent de gens avides et cupides? Nous espérons que la série L'Argent-Dette vous a donné un aperçu des raisons sous-jacentes du fonctionnement du système monétaire. Nous espérons aussi vous avoir montré pourquoi un retour à l'or ou à toute marchandise unique et uniforme considérée comme monnaie ne pourra pas résoudre nos problèmes fondamentaux. Depuis des millénaires, les manipulations de la monnaie unique dépouillent les gens productifs, les privant de leur énergie et de leur prospérité. Le fait que ce système prédateur d'extraction des richesses puisse bientôt donner naissance à une banque mondiale unique, placée sous la direction d'un Big Brother qui étend sa dictature au monde entier, devrait tous nous inquiéter. Nous espérons vous avoir encouragé à réfléchir au concept de l'argent monétaire. Il y a trop longtemps que ce sujet est ignoré et mal compris du public, à son grand désavantage. Pour ne pas critiquer sans suggérer d'options viables, ce dernier documentaire de la série propose une solution complète et détaillée, celle d'un système économique radicalement nouveau, fondé sur des échanges effectués grâce à des bons de produits portant intérêt. Cette solution éliminerait la monnaie en tant que marchandise. La monnaie deviendrait une unité de mesure globale, comme le sont les minutes, les mètres et les tonnes. La situation actuelle de notre planète est physiquement insoutenable. Et le premier obstacle technique à toute intervention puissante est le système monétaire actuel, axé sur l'expansion, qui est complètement intenable. Nous sommes en pleine crise.
Si vous voulez envisager des solutions au lieu de désespérer face aux problèmes, songez à récupérer votre pouvoir monétaire grâce au crédit auto-émis. Joignez-vous à tous les autres qui sont conscients du besoin d'apporter des changements radicaux et partagez vos connaissances aussi vite et aussi loin que vous le pouvez. Nous devons tous massivement nous réveiller, comprendre notre pouvoir et créer ensemble un monde meilleur.